Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Je me présente, je m'appelle Eric Fradé. J'ai été diplômé d'HEC cette année en juin avec Jean ici présent, un ami très cher. Euh, Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une vie, de ma vie. Euh, de l'extérieur, comme on peut le voir aujourd'hui, on dirait que, on pourrait croire que je mène une vie normale, que je fais en soi, c'est l'occurrence parce que je fais du sport, j'ai une petite copine maintenant fiancée, j'ai une vie belle et heureuse, mais derrière ce visage que vous voyez aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que ma vie a été bouleversée et au point qu'aujourd'hui, j'ai encore par un grave accident, ce qui fait qu'aujourd'hui, derrière ce visage, un visage qui masque enfin pas beaucoup, mais certaines séquelles de fait de cet accident. Et ce que je veux raconter ici, c'est donc l'histoire de cet accident, les clés qui m'ont permis de récupérer, que chacun d'entre vous peut appliquer pour surmonter une épreuve, pour croire en la vie, pour être optimiste. Et enfin, je livrerai ma vision du bonheur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis devant vous déjà pour témoigner au nom des 155 000 traumatisés crâniens par an. C'est un chiffre énorme, mais très peu témoignent parce que peut-être que c'est un tabou, peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre la parole après ce traumatisme. Et je suis là pour eux, pour témoigner ce qu'est une vie après un traumatisme crânien. Je suis là aussi devant vous, peut-être qu'il y a des jeunes qui nous regardent, pour une invitation à la prudence. La vie peut basculer du jour au lendemain. Miguel aussi était avec moi dans le centre. Voilà. C'est une invitation aussi à la prudence, car la vie peut basculer du jour au lendemain. Euh, on peut, on peut, on peut avoir une vie belle et normale, et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et c'est une invitation encore une fois, à la prudence. Et mon dernier point de ce discours sera d'inciter, de dire que derrière un malheur peut se cacher une opportunité, comme le disait Lao Tzu, très célèbre philosophe grec, non chinois. Euh, il disait une phrase qui m'a beaucoup marqué. Le bonheur est caché dans le malheur, le malheur naît du bonheur. Non, je sais pas si c'est ça. Mais bref, en gros, ça veut dire que euh, derrière un malheur peut se cacher une opportunité et un chemin pour trouver notre bonheur. Alors, c'était mon intro, un peu longue. Maintenant, je vais passer au développement. Je vais me servir de cet ouvrage fait par un magnifique écrivain. Je sais pas, je le connais pas, mais j'aimerais bien le connaître parce que son livre est absolument fabuleux. Alors, avant, comme vous pouvez le voir ici, j'avais une vie prometteuse et belle. J'étais quelqu'un de très sociable. Je me faisais des potes partout, en soirée à HEC, en prépa. J'avais une facilité déconcertante à me faire des potes et au point enfin, j'étais quelqu'un d'apprécié à HEC. Je faisais partie des assos dites populaires, en gros, d'HEC, de Déferlante, qui est l'asso de surf, et le Wunder, qui est le bar d'HEC. Et enfin, je menais, enfin, je voulais, j'étais en proie, enfin, je souffrais d'un kiff de la vie. Enfin, j'avais envie de la dévorer et peut-être un peu trop parce que euh, j'ai connu cet accident. À savoir, et ce qui peut-être c'est une raison qui explique mon accident, c'est que 3 jours avant, un ami d'HEC, Jean de Cherf, peut-être que vous connaissez, car sa mère a été
veut transmettre beaucoup de messages car elle a écrit une pièce de théâtre très belle que je vous invite à voir si vous êtes intéressé à l'invitation à la prudence, surtout quand on est jeune, si vous avez des enfants, qui s'appelle Adrénaline et qui est une pièce fabuleuse qui raconte l'histoire de son fils décédé le 8 mars 2020, le jour de mon anniversaire en plus, car il est tombé d'une grue à Lisbonne. Et Jean et moi, on partageait des caractères communs. C'est qu'on avait on avait une soif de vivre débordante. Et on se mettait souvent en danger pour ça. Et, euh, bon, lui, il est mort. Moi, j'ai eu la chance de survivre. Mais je suis là aussi pour témoigner, pour lui rendre hommage. Ce témoignage, c'est un peu pour lui rendre hommage et pour lui témoigner en son nom aussi, parce que les messages de la pièce de sa mère et les miens sont un peu similaires. 3 jours après, donc, c'était mon jour de tomber, pas d'une grue, mais d'un escalier. J'étais en soirée à HEC. Peut-être que j'ai trop bu pour noyer mon chagrin suite au décès de Jean. Je ne sais pas, j'en ai aucun souvenir, mais ça peut être une des raisons. Euh, je... le bar à l'époque, il était à l'étage, il s'appelait le Zinc. Et, euh, et, j'ai un peu trop picolé. J'avais participé à un entraînement de foot intense l'après-midi. Et, euh, je suis parti en soirée sans manger. Et l'alcool est monté un peu trop vite. J'ai dû partir. J'ai tenté de descendre l'escalier, mais je suis tombé dès les premières marches sur la tête. Les marches étaient en métal. Mon cerveau, enfin mon crâne, je souffrais d'une hémorragie intracrânienne. Du coup, je suis traumatisé crânien. Je pense, Marine, tu peux passer sur la slide suivante. Ah ouais, avant, comment on fait? Là? Ah oui. Ça, c'est moi à l'hôpital. Euh, En gros, je suis tombé sur la tête dont les marches étaient en métal. Euh, Plus les secondes passaient, plus mon cerveau se gorgeait de sang. Plus les secondes passaient, plus mes chances de survie se réduisaient, au point que j'en avais quasiment. Enfin, c'est un chiffre qui a été donné par la médecine, que j'en avais. Enfin, d'abord, mes parents ont été réveillés à 4 heures du matin pour leur dire votre fils est tombé dans l'escalier, il est emmené à l'hôpital de Beaujon. Mes parents sont arrivés à 5 heures du matin à l'hôpital. Les médecins sont sortis de la salle de réanimation. On leur a dit non, enfin, votre fils, il ne survivra pas. Imaginez si vous êtes parent et que vous entendez ça quand on dit ça à votre fils. Ma mère n'y a pas cru, elle a fait tout son possible. Et un neurochirurgien a été réveillé à 4 heures du matin, ou 5 heures, je n'ai pas la timeline exacte. Mais il est arrivé, il a dit à ma mère les mots suivants. Ma fille a le même âge, ils ont toute la vie devant eux. Je vais faire tout mon possible pour lui sauver sa vie, car il le mérite. C'est un jeune. Et suite à ça, malgré le fait qu'on ne me voyait pas survivre, il m'a opéré. Il m'a retiré toute cette partie-là du crâne, comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, à droite ou à gauche. Il me manque une partie là du crâne qui a été remis 8 mois plus tard. Euh, et, euh, et, euh, enfin, c'était une opération extrêmement. Enfin, je me souviens quand je me suis réveillé, j'avais un, après l'opération, j'avais un mal de chien au niveau de la prothèse on me bourrait de, de- d'antidouleurs et tout. Bon, maintenant j'ai plus mal, mais c'est parce que c'était le temps que la peau se fasse. Enfin bref. Je suis un peu long sur les détails, mais, mais bref, du coup, c'est là, j'ai souffert d'un grand traumatisme crânien. Mon accident, c'était une réalité et il m'a fallu tout réapprendre, à commencer par marcher, parler. Euh, mais attends, je m'égare. La photo que vous voyez, c'était 3 mois après mon accident. C'était la première fois où mes parents, vous pouvez me voyez.
parce que je suis tombé 5 jours avant l'interdiction des visites et 5 jours avant une isolation totale, oui, totale de ma famille, mes amis, tout le monde. Mais mon quotidien était entouré de médecins masqués. Et, euh, et, euh, et ça, c'est la photo, c'est la première photo, c'est le 5 juin, soit 3 mois après, où mes parents ont pu me voir. Ils sont tout faits pour me voir. Et enfin, vous pouvez le voir, j'avais aucun moyen d'émettre la moindre expression du visage. Du coup, j'avais l'air tellement heureux sur cette photo de retrouver mes parents. Peut-être que j'étais pas, peut-être que j'étais, j'en sais pas, peut-être que je les reconnaissais pas. Ils savaient même pas si je les reconnaissais. Ils en savaient rien. J'avais tellement aucun signe d'expression du visage qu'ils en savaient vraiment rien. Mais ils espéraient que, euh, que je me souvienne d'eux. Du coup, je l'ai dit, j'étais incapable de bouger. J'ai passé 9 mois paralysé. J'étais incapable de parler parce que j'avais une trachéotomie. J'en garde aujourd'hui une très belle cicatrice. J'étais incapable de manger. J'étais nourri par sonde gastrique. J'étais incapable de faire tant de choses, mais, euh, mais j'ai jamais succombé au désespoir. Pour pas que je m'égare, je lis mon livre. Euh, Mon état de paralysie a duré de mars 2020 à janvier 2021. Un soir, ça je m'en souviens encore, enfin j'en ai des brefs souvenirs, c'est la première fois que je bougeais. J'entendais un moustique qui m'empêchait de dormir. Je ne pouvais pas bouger, ça me rendait fou. Imaginez vous paralysé, un moustique qui vous embête, enfin, ça me rendait fou. Et pour la première fois, il s'est posé sur mon cou et j'ai eu un mouvement pour le chasser, mais très lent. J'ai pas réussi à l'écraser, mais parce que j'aime bien les moustiques. J'ai réussi à faire un mouvement pour le chasser et c'est la première fois que je bougeais. Mais encore une fois, j'étais incapable de parler, du coup incapable de dire à mes parents, maman, papa, regardez, pour la première fois que j'ai bougé, c'est dingue ce qui s'est passé. La première fois que j'ai parlé, c'était le 4 janvier 2020, 2021. Mes premiers mots ont été Bonjour Sophie. Le Sophie, c'est le prénom de mon orthophoniste. C'est aussi le prénom de ma mère. Surprise, enfin, et hyper heureuse, mon orthophoniste appela tout de suite ma mère et l'invita à venir se rendre à l'hôpital. Elle le fit 4 jours plus tard. Et les mots que je dis devant maman, je me souviens de cette image. Je voyais ma mère, imagine une mère qui n'a pas entendu son fils pendant 9 mois. C'est, c'est dur. Même plus que dur. Et je la vois déjà sous le poids de l'émotion de m'entendre parler. Et les premiers mots que je lui dis, c'est Maman, je t'aime. Et ça, là, elle s'est effondrée en larmes. Elle m'a serré dans les bras et tout. Enfin, c'était un beau moment. Mais voilà. Du coup, maintenant, à partir du 4 janvier 2021, je suis plus paralysé, je sais bouger mon bras gauche. Mon bras droit est encore immobile, mes jambes sont immobiles, mais au moins je peux bouger mon bras gauche. Euh, mais je me demande si je suis pas un peu long sur le... Non, je sais pas vous. Le but, j'ai oublié de préciser au début, mais le but, c'est que cette conférence soit le plus interactive possible. Et, euh, et, euh, et je prévois un temps, je suis mon livre est découpé en parties, et je vais prévoir un temps pour les questions-réponses pour, entre ces parties et que pas à la fin, parce qu'en vrai, je suis pas trop capable de présenter toute mon histoire d'un coup. Euh, dans cette aventure qui est mon expérience, une date particulièrement marquante a été le 19 mars 2021, soit 1 an et 11 jours après mon accident. C'était la sortie de l'hôpital. Enfin, mes parents ne m'avaient jamais vu marcher, m'avaient jamais vu, enfin, ils pouvaient m'entendre parler maintenant, mais il m'avait jamais vu marcher. Et je me souviens, le matin de la sortie de l'hôpital, je m'étais lancé un défi. Je me suis dit, Eric, ce jour-là, tu vas sortir de l'hôpital,
tu as toute une vie à réapprendre, tu as tant de choses à réapprendre, tu vas sortir de l'hôpital en marchant. Alors qu'à l'époque, je marchais entre les barres parallèles aidé de la suspension, qui est une poulie reliée au plafond qui nous permet de ne pas porter notre poids, mais juste d'avancer les jambes. J'ai fait mes premiers pas sans les barres parallèles, sans la suspension. Bon, c'était 5 mètres, mais c'était un goût d'immense victoire pour moi. Et, mes parents viennent me chercher à l'hôpital. Ils savent que c'est leur dernier jour, du coup, ils sont hyper heureux, ils ont une joie débordante et tout. Et on sort de l'hôpital et sur le parking dehors, je leur montre. Enfin, je tiens la main de ma mère parce que j'ai pas encore trop d'équilibre, mais je marche à une allure, enfin, avec beaucoup de problèmes de marche et tout, mais je fais mes premiers pas devant eux et ils sont d'une humeur enfin, hyper heureuse à tel point que je monte dans la voiture et mon père sort de l'hôpital avec la musique Titanium à fond. Moi, j'avais le sourire aux lèvres. Mon père était en mode on se casse, on se barre. Enfin, ils en avaient trop marre de l'hôpital. Et je me sens que c'était un super beau moment. Moi, j'avais le sourire, enfin, j'avais le sourire aux lèvres et tout. Enfin, j'étais hyper heureux. Et du coup, ça, c'était mon dernier jour à l'hôpital. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce dernier jour, c'était vraiment, vraiment le début. C'était le début où il fallait réapprendre tant de choses, à commencer par la marche, la parole, parce que je parlais, mais enfin, ma voix était monotone et j'avais besoin de reprendre mon souffle. Très souvent, c'est une séquelle de ma trachéotomie. Réapprendre à sociabiliser. J'avais perdu tous les codes sociaux. Je ne savais plus comment me comporter avec mes amis. Je ne savais plus comment, euh, comment poser des questions. Je ne savais plus m'intéresser à autrui. Je coupais la parole. Enfin, il me fallait tout réapprendre, à commencer du côté physique, intellectuel, cognitif. Et ça, c'est ce que je ne savais pas. Et c'est ça qui a été le plus dur. Euh, oui, j'ai encore oublié que c'est moi qui. Comment on met play sur la vidéo? Parce que la vidéo, vous voyez, avec le manteau de mon père. De quoi? Fort? Ah oui, voilà, ça c'est mon premier retour à HEC. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué sur ce terrain. Bah, Jean, je sais. Mais, euh, mais ça c'était enfin, c'est la première fois où je marchais. Vous pouvez voir à quel point mon père est flippé. Euh, et je suis passé de ça à faire un semi-Ironman cette année, soit 5 ans après. Non, oui, 2020, 2025, 2024, oui. 4 ans après, ouais. Merci, je suis pas bon en maths, c'est une séquelle de mon accident aussi. Euh, du coup, en vrai, c'est pour que je vous montre ça pour que vous voyez le chemin il a fallu que je parcours. Et ça sera l'objet de ma deuxième partie. Mais du coup, cette vidéo, c'était le premier retour de mes HEC à HEC. Et ça a été un gros choc pour moi. Pourquoi? Parce que je suis revenu sur campus. Enfin, mon quotidien, c'était des trois copains qui venaient me voir chaque jour parce que mes parents limitaient les visites à un nombre parce qu'ils savaient que trop de visites, ça serait trop demandé pour mon cerveau encore en reconstruction. Et c'était la première fois où je revenais sur campus et je voyais des jeunes faire des blagues, s'amuser, courir, jouer au foot, euh, rigoler et tout. Et c'était une claque. Je me suis dit, ah oui, il faut que je te rapprenne tout ça. Genre, pour beaucoup, ça aurait pu être une claque en mode euh, symbole de déception, de fait qu'il reste tant à apprendre. Mais pour moi, c'est une claque en mode c'est cool, je vais apprendre tout ça et je vais me donner à fond. Et c'est cette mentalité qui m'a permis de passer de la vidéo à gauche au semi-Ironman. Euh, le 21 mars 2021. Oh, ouais, c'est ça.
Merci pour. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. 4 ans. Ça, c'était en mars 2021. Ça, c'était en juin 2024. Oui, 3 ans, oui, 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 oui. Oui, encore une fois. Oui, oui. Ça va être mon point dans ma deuxième partie. Ouais, mais j'avais une capacité cognitive limitée, c'est-à-dire que je me posais des questions, mais sans cesse avec une volonté de me développer. Je ne me posais pas des questions en mode pas rabaissante. Enfin, je me posais pas des questions avec la conscience que j'étais capable de faire ça avant et je suis plus capable de faire aujourd'hui. Du coup, c'était jamais rabaissante, c'était j'avais un futur devant moi, je voyais, j'étais omnibulé par le futur. Et ouais, ouais. Non, mais c'est une mentalité que j'ai vraiment adoptée et développée. C'était, je savais pertinemment que toutes ces choses, il fallait que je les apprenne. Et pour moi, me poser ce genre de questions, c'était un choc et ça me disait, il faut que je leur apprenne tout ça et je vais leur apprendre avec plaisir, avec du temps, mais j'avais aucun doute sur le fait que j'allais réapprendre à faire ces choses-là. Alors que d'un autre côté, peut-être que c'est ça ta question, ou ton interrogation, ça veut dire que se poser ce genre de questions, ça pourrait être un choc, mais qui te tire vers le bas, qui te fait dire, euh, il me reste tout ça à apprendre, mais j'en serais pas capable ou j'en serais, enfin, ça me paraît impossible. Ouais, oui, ouais, ouais, oui. J'ai une question dans la partie de cerveau qui a été endommagée. En fait, c'est une partie du cerveau qui était complètement détruite ou bien non, simplement il était écrasé. Alors, le cerveau, c'est autre chose que le crâne. C'est le crâne qui a été opéré, du coup, c'est la partie osseuse. Le cerveau est aujourd'hui intact, mais il y a beaucoup de zones, Il était traumatisé. ouais, ouais, il y a beaucoup de zones qui ont été asphyxiées par l'hémorragie et qui expliquent certaines de mes difficultés cognitives aujourd'hui. C'est par exemple, j'ai pas d'odorat parce que la zone du cerveau qui contrôle l'odorat a été asphyxiée par l'hémorragie. J'ai des problèmes. Enfin, après, le cerveau, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est que le cerveau, pour pallier à la mort de certaines connexions neuronales, en crée des nouvelles. Et du coup, alors qu'à une époque, enfin, j'étais un légume cognitif, euh, la plasticité cérébrale a été impressionnante à mon égard parce que j'ai réappris beaucoup de choses et beaucoup de connexions neuronales se sont créées à la suite. Ce qui fait que, par exemple, j'ai un exemple stupide, c'est que à l'hôpital, on me présentait un cours d'HEC. Ben non, c'est pas un exemple parce que je comprends toujours rien aujourd'hui, mais euh, c'est pas le bon exemple. Non, un exemple, c'est que typiquement, lors de mon premier stage, j'avais des horaires aménagés parce que j'ai le statut RQTH. Et je sortais à 17 heures parce que j'étais pas capable de bosser plus. Et j'arrivais à 10 heures au travail. Maintenant, j'arrive à 9 heures, je pars parfois à 20 heures et sans fatigue cognitive. C'est, mais ce développement cognitif, c'est lié à la plasticité cérébrale et qui est capable de créer de nouvelles connexions neuronales et de faire évoluer mon état cognitif. Euh, Mardi 7 septembre 2021, je reprends officiellement les cours à HEC. Et Dieu sait que l'accompagnement d'HEC a été formidable avec mon égard parce que j'ai bénéficié énormément d'aménagements. Euh, Au début, je l'ai refusé parce que je me disais, j'étais dans une mentalité où en mode, je voulais que si je réussisse, ça soit grâce à moi et seulement à moi. Et
Et suite, enfin, je me suis très vite rendu compte que j'allais droit dans le mur parce que j'étais incapable de suivre en cours. Ça, encore une fois, c'est lié à la destruction de certaines zones neuronales. Je comprenais rien à ce qui se passait. Je passais 1 heure et demie en cours. Ça allait trop vite. Les élèves posaient des questions, je ne les comprenais même pas. C'est encore le cas aujourd'hui. Euh, euh, bah c'est un master entrepreneur un peu plus poussé, mais euh, et, euh, et du coup, j'ai accepté cet accompagnement et l'accompagnement d'HEC a été formidable. J'avais des tuteurs en Excel qui me permettaient de perfectionner mon, l'apprentissage d'Excel. J'avais des tuteurs en finance d'entreprise. J'avais des tuteurs enfin, dans toutes les matières. Et ce qui fait que j'avais des aménagements pour les partiels. Par exemple, bon, après c'est lunaire, mais pour les partiels de droit d'entreprise et les droits des contrats, qui est normalement censé être du par cœur, j'avais droit à avoir les documents sous les yeux. Voilà. Du coup, j'ai eu des bêtes de notes grâce à ça, mais euh, non, c'était à la fois des camarades et à la fois des profs. C'est les profs à la fin de leur journée qui prenaient leur temps pour m'expliquer. Et en vrai, euh, enfin, j'ai construit une relation immense avec les professeurs et notamment le directeur du programme Grande École et Xavier Bout et les, les, euh, les responsables de la vie étudiante, Christelle Babinet et Émilie Autissier, parce que ils ont été formidables à mon égard. Dès que je voyais dans leur bureau, ils faisaient tout leur possible pour m'accompagner. Et aujourd'hui, je les considère vraiment comme des amis parce qu'ils ont été formidables. Quentin, HEC a aussi mis à ma disposition, enfin, à ma disposition, ça fait un peu. Non, mais aussi voulait m'aider en en me faisant accompagner par un coach sportif, Quentin, qui m'a aidé pendant les après-midi à HEC parce que j'avais besoin de me développer à la fois. HEC avait compris que j'avais besoin à la fois de me développer cognitivement et physiquement. Euh, Après, j'ai aussi été accompagné par des personnes en dehors du cercle d'HEC, à commencer par 3 kinés, parce qu'il fallait tout réapprendre. Et avec eux, j'ai réappris la marche, le balancier le mouvement du balancier du bras. À l'époque, mon bras était totalement on voit sur ces photos, mon bras droit, il était comme ça, et j'arrivais pas à le détendre. Et ils m'ont appris à le balancer du bras. Et j'ai réappris la marche, j'ai appris à tenir ma tête, parce qu'à l'époque, ma tête tombait parce que j'avais aucun muscle, et maintenant je la tiens droite. Enfin, j'ai appris tant de choses. J'ai été accompagné par une ergothérapeute, par un coach sportif. Enfin, mes parents ont mis tout de mon côté pour que je développe à la fois les capacités intellectuelles et physiques et que aucune partie de mon développement soit négligée. Et j'étais aussi accompagné par une psychologue, non pas parce que je souffrais d'un traumatisme, parce qu'en soi, ça c'est dingue, mais j'ai jamais connu le moindre, comment on appelle ça, la moindre culpabilité. Je savais que enfin, cet accident aurait pu arriver à tout le monde. J'étais là. Enfin, c'était bête d'avoir construit un bar à l'étage et en plus d'avoir mis des escaliers en métal. Mais en vrai, cet accident aurait pu arriver à tout le monde et c'est pas la faute d'HEC, c'est pas ma faute, c'est pas, enfin, c'est la faute à personne. C'est pour ça que je n'avais pas de ce sentiment de culpabilité. Mais j'ai vu ça psy parce que j'avais un grave problème. C'est que mon cerveau qui avait été vraiment endommagé et qui voulait se protéger des sentiments comme la dépression, comme peut-être la culpabilité, comme le découragement et tout, avait bloqué toutes les émotions. Ce qui fait que au niveau émotionnel, j'étais comme un robot. Je ne ressentais pas de joie, pas de tristesse, enfin, j'étais imperméable au bonheur. Cet accompagnement par une psychologue m'a permis de retrouver les émotions à tel point qu'aujourd'hui, enfin, même plus qu'avant, je pense que je suis
tellement sensible aux émotions, que ça soit, enfin, pas la tristesse, parce que ça, je pense que c'est encore une protection du cerveau, mais je suis très sensible au bonheur, et, ouais, à la gratitude, ouais, et même un sourire, que ce soit de mes parents, de mes amis, d'un mec dans la rue, d'un mec que je rencontre, de Marine, enfin, un sourire, ça me rend profondément heureux. Et, oui, il y a la gratitude, je ne sais pas qui l'a dit. Oui, la gratitude, j'en ai beaucoup, euh, que ça soit spirituel ou physique. Spirituel parce que je suis remerciant envers Dieu. Euh, j'étais catholique avant, mais sans l'être vraiment. Je suis devenu profondément parce que après, après avoir réfléchi sur le pourquoi du comment j'ai récupéré, je me suis dit que c'est Dieu qui m'a fait connaître cet accident et connaître cette expérience parce qu'il a vu que je m'égarais, enfin, en soi, mes parents avant, j'ai grossi le trait, mais en soi, mes parents avant, ils m'appelaient le petit con parce que j'en faisais qu'à ma tête, je voulais, enfin, je respectais rien, et même les filles, je les respectais pas, et j'étais en passe de devenir vraiment un petit con. Et maintenant, ils m'appellent le sage parce que en vrai, parfois, je peux avoir des réflexions. Je suis beaucoup axé sur le développement personnel. euh, et du coup, je suis sûr que Dieu a vu que je m'égarais, il m'a fait connaître cet accident, il voulait me faire connaître aussi le prix de la vie. Et il voulait aussi, enfin, après, c'est moi qui pense ça, libre à vous de penser ce que vous voulez, mais il m'a fait connaître aussi cet accident pour pouvoir transformer cette histoire en une histoire lumineuse et apporter de l'espoir, du courage, de l'optimisme à toutes ceux et celles qui traversent une période compliquée. Et, et ça sera l'objet de ma deuxième partie, parce que je suis un peu long sur la première. Bah oui, oui. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais en mars 2020, la médecin en charge de l'hôpital a dit à mes parents, votre fils jamais remarchera, jamais il en reparlera. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le discours que j'ai fait à HEC. Est-ce qu'ils avaient raison? C'est ce que j'ai fait à HEC. Mais en vrai, ils avaient tort de A à Z et même ma moelle épinière a été touchée. Normalement, enfin, pour beaucoup de cas, c'est synonyme de paralysie complète. J'ai passé 9 mois paralysé. Enfin, mon cas est assez inexplicable et j'ai un neurologue qui m'accompagne qui cherche à le savoir, mais je pense qu'il ne se trouvera jamais. Euh, Parce que j'aime bien garder cette part de mystère aussi. Oui, petite approche peut-être, ouais, tentative d'explication, c'est qu'à partir du moment où on a une volonté réelle, assumée, entière, une volonté qui crée le fait et l'événement, et pas le fait qui impacte la volonté. mm, On est vraiment dans le quantique, et donc comme toute molécule factuelle est faite de liaisons énergétiques entre un atome et autre chose, la pensée est une réflexion, une pensée donc un champ énergétique. Notre champ énergétique de la pensée impacte le fait ou l'événement. Et donc, quand on a la volonté de faire ou de changer quelque chose, l'univers, Dieu, on appelle ça comme on veut, va amener les opportunités qui nous permettent de faire un choix. Et c'est bien la pensée qui génère le fait. oui. Je vais être plus, mais je te rejoins totalement. Après, je ne suis pas un maître de la physique quantique ou des atomes, mais je te rejoins totalement sur la volonté enfin, que j'ai dû avoir et qu'il a fallu avoir pour surmonter un tel événement. Et, et je sais plus ce que je voulais dire, mais merci pour cette remarque et j'essaie de retrouver ce que je voulais dire. Oui, non, c'est ça. Pardon, je vous ai coupé, mais c'est la volonté. Tout seul, j'y serais jamais arrivé, j'aurais jamais eu cette volonté. La volonté naît de beaucoup de facteurs. Et comme le sourire de mes parents, les câlins qu'ils me faisaient quand ils ont pu me voir,
les, euh, les encouragements de mes amis. Je me souviens de Caroline, une très bonne amie, qui me disait Allez, Eric, tu vas t'en sortir, t'es un battant, toujours avec le sourire. J'étais bercé dans un cocon de bien-être. La décoration de ma chambre à l'hôpital aussi, ça a participé à la construction de cette volonté. Ma chambre d'hôpital, alors que toutes les chambres d'hôpital étaient blanches, mes parents avaient décoré de posters de la Suède parce que je suis suédois et je vais souvent en vacances là-bas. Ils avaient il y avait tout un mur rempli de photos de copains avec, ils avaient écrit tous un message sous ces photos. Enfin, j'étais dans un cocon de bien-être qui fait que je me suis jamais posé la question de euh, pourquoi j'ai eu cet accident. Enfin, j'étais bercé dans l'illusion de, euh, de, euh, de, enfin, du quotidien, j'étais sans cesse stimulé, sans cesse, je passais sans cesse des moments agréables grâce à mes parents, et ce qui fait que, euh, que, euh, que ce cocon de bien-être, c'est un des facteurs qui a déclenché cette volonté. Ça, c'est une approche plus terre à terre et moins physique quantique, comme tu le prononçais, mais je pense que les deux se rejoignent. Et, euh, et, et, euh, et c'est un point important. Je vais extrapoler un peu mon discours pour pour vous qui m'écoutez. C'est que les accompagnants que la famille, les proches, les amis, même la personne que vous croyez dans la rue, ont un impact sur la personne que vous côtoyez. C'est que euh, l'amour que vous lui donnez, la confiance que vous lui accordez, un sourire que vous lui distribuez, euh, tout ça, ça participe, peut-être que c'est un détail pour lui, peut-être que ça l'est pas, mais ça participe à son bonheur, à la construction de son identité. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça, enfin, faut vraiment être tourné vers son prochain. Et c'est aujourd'hui l'approche que j'essaye d'avoir. Je vois tant de gens qui passent à la caisse d'un supermarché, enfin, qui payent et puis qui se cassent. Moi, je me suis fait ami il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, avec un caissier du Carrefour à côté de chez moi, parce que j'ai pris une minute pour lui demander comment il va, enfin, et déjà, ça me remplit de joie et je sens que ça lui fait du bien plutôt que de voir des personnes qui vont s'en payer. Les contrôleurs dans le train, à chaque fois, j'ai l'abonnement TGV Max et du coup, à chaque fois, ils scannent, je leur montre ma carte d'identité et de temps en temps, je fais des blagues en mode je suis beau sur les photos. Hein, enfin, j'essaie de prêter, d'apporter de la joie au quotidien de tous ceux qui m'entourent et, euh, et ce sourire que vous avez distribué va se répercuter en ondes positives sur vous parce que déjà, ça va vous faire du bien et vous allez vous voir que des personnes vont se montrer bienveillantes envers vous parce que juste vous avez rien qu'un sourire. Et bah oui, l'amour, la joie est contagieuse. Et, euh, et, euh, et je pense aussi au fait que moi, le sourire, ça m'a beaucoup aidé parce que à l'hôpital, c'était pratiquement la seule chose que j'étais capable de faire. Je pouvais pas bouger, je pouvais pas marcher, je pouvais pas parler et tout, mais je pouvais sourire. Et je me souviens, et ça, c'est après quand j'ai rédigé ma thèse à HEC, j'ai interviewé des médecins pour savoir comment j'avais récupéré. Ils m'ont dit, le sourire que tu dégageais, ça donnait envie d'aller dans ta chambre. Et ça donnait envie de se montrer bienveillant avec toi. Et, euh, et, euh, et du coup, cette bonne énergie que les médecins avaient sur moi, ça se répercutait en bonne énergie que j'avais envers moi-même, et j'étais. Alors que c'est tout bête, un sourire. Et pourtant, c'est un sourire, c'est déclencheur de tellement de bonnes choses pour nous. Voilà. Euh, mais n'hésitez pas à rebondir parce que en vrai, oui, oui, T'avais cette personnalité-là avant ton accident? Ou c'est, je l'avais déjà, mais je ne m'en rendais pas compte. Cet accident, ça m'a fait me rendre compte
de la personnalité que je veux avoir. Avant, j'étais quelqu'un de sociable, souriant et parfois euh, insouciant et inconscient ouais, inconscient parce que je fais un petit aparté. J'allais en soirée, moi j'habitais à Suresnes à l'époque, et j'allais en soirée à 45 minutes en vélo. Je me mettais une timbale. En d'autres termes, je buvais à outrance et je rentrais en vélo pour décuver. Et je grillais les feux rouges, je grillais, et j'étais inconscient parce que pour moi, enfin, je ne me rendais pas compte du prix de la vie. Et je suis sûr que je suis pas le seul à faire ça. Et c'est pour ça que je dis j'ai témoigné, surtout auprès de jeunes, pour leur faire prendre conscience que la vie, surtout lorsqu'on est jeune, on est clairement inconscient. Je ne me souviens plus de ta question. Pardon. C'était comme ça avant. Ah oui, ah oui. Et Avant. du coup, j'étais inconscient. Cet accident, ça m'a fait vraiment, ça a réveillé cette personnalité, mais en plus parce que non seulement j'en suis conscient, mais non seulement je sais que ça me fait du bien. Alors qu'avant, je le faisais parce que c'était mon naturel, mais ça fait du bien et ça fait du bien à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai acquis avec mon accident. Et c'est ce que j'aimerais partager et vous inviter à faire aujourd'hui, enfin, à adopter cette attitude. C'est juste être bienveillant envers notre entourage. Ça peut être notre famille, nos amis, mais nos entourages ne se limitent pas qu'à ça. C'est aussi les personnes qui font notre quotidien, des collègues de bureau, la caissière d'un supermarché. Euh, Parfois, ça m'arrive de dire bonjour à des personnes que je croise dans la rue. Mais juste parce que je suis devenu hyper sensible à l'expression du visage. Enfin, je l'étais pas avant. Mais je suis devenu hyper sensible à l'expression des visages qu'ont certaines personnes. Certaines personnes me donnent envie d'aller vers eux. D'autres d'autres ne me donnent pas envie. Ou tout simplement, je m'en fiche, enfin, je fais pas attention. Et quand ces personnes me donnent envie, ça peut être dans le métro ou dans la rue, parfois ça m'arrive de m'arrêter ou de discuter dans le métro avec ces personnes. Et, euh, Par exemple, ouais, j'adore surtout les mamans qui ont des enfants, des bébés en poussette. Attends, j'adore faire dans le bébé qui est dans la poussette. Enfin, les bébés, je sais pas si vous voyez, mais ils ont un regard fixe pour certaines personnes. Et moi, je le regarde, je fais des grimaces et tout. Enfin, j'essaie de le faire rire. Et après, enfin, je dis à sa mère, ah, vraiment, j'ai tout essayé, mais ça marche pas. Je suis incapable de lui faire décrocher un sourire et tout. Et comme ça, j'engage la discussion et puis ça me permet de passer un moment agréable pendant le temps de transport où aujourd'hui, on ne prend pas le temps de. Enfin, c'est pas vu comme un lieu de sociabilisation. Enfin, alors que en soi, c'est pas logique parce que le métro, c'est un lieu où on se retrouve. Peut-être qu'on se connaît pas, mais enfin, c'est mon caractère un peu. euh, et ça va aussi à l'encontre de la société dans laquelle on vit et surtout, ouais, un peu la mentalité qu'on adopte aujourd'hui, c'est qu'on va vite, on veut tout faire rapidement, on ne prend pas le temps de regarder ce qui nous entoure, de regarder qui, enfin, qui fait notre quotidien, enfin, on est dans le métro, je vois, ils sont tous sur leur téléphone ou avec leurs écouteurs ou pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent aussi, ils peuvent lire. Mais tout va vite, surtout à Paris, tout va vite, on enchaîne. On ne prend pas le temps d'apprécier ceux qui nous entourent, d'aller vers l'autre et aussi d'apprécier les plaisirs simples. Ça, c'est une partie dans mon livre que j'ai écrit. Aujourd'hui, j'apprécie énormément les plaisirs simples. Ça peut être quand je suis dans le train de voir un coucher de soleil. Vous voyez la lumière orange, rose qu'a le soleil parfois. Et parfois, je suis là en train de regarder ce ciel et je me dis, putain, j'ai de la chance d'être en vie. C'est ouf ce que la vie a à nous offrir. Le chant des oiseaux, je ne sais pas si vous y prêtez parfois attention. Ça fait du bien en vrai, alors que ça fait partie des plaisirs simples. Je me souviens à Lyon, j'étais en vélo, j'étais en stage à Lyon,
pour l'association Sport dans la ville. Et je suis passé sur les quais le matin, et il y avait une super belle lumière du soleil qui illuminait un bâtiment sur les quais. Et je me suis arrêté, mais peut-être 1, 2 minutes, et je me suis dit, ah, c'est beau. Et pourtant, enfin, je ne sais pas si je suis le seul à faire ça, je ne sais pas si vous le faites, mais en tout cas, c'est une mentalité, juste apprécier les plaisirs de la vie. Il y en a pour qui apprécier la vie, c'est partir à Pétaouchnok dans un hôtel 5 étoiles et te gaver de buffet. Enfin, j'exagère le trait, mais en vrai, la qualité du voyage, c'est pas la destination en soi, c'est déjà avec qui on part. Et rien que ça peut faire un voyage. On peut partir à 1 heure de Paris en transport à Fontainebleau. Et si on part avec des personnes qui nous font du bien, ça va être un voyage fabuleux. Peut-être qu'on sera moins dépaysé qu'à Bali ou je sais pas où, mais au moins on est avec des personnes qu'on aime et qu'on apprécie. Et, euh, et ça, c'est un point sur ouais, les plaisirs de la vie. Et même, ça, c'est un point aussi qui suit après le plaisir dans mon livre, c'est l'émerveillement. Aujourd'hui, j'ai une capacité à m'émerveiller assez impressionnante. Enfin, rien que le fait de l'exemple à Lyon, où je m'émerveillais devant le soleil qui illuminait un bâtiment, c'est un exemple, mais parfois, je suis dans la rue et je me rends compte que je marche et je me dis, putain, c'est ouf. Non, mais en vrai, c'est ouf ce que le corps est capable de faire. Enfin, c'est même marcher, respirer. Parfois, je me souviens. Bon, ça, c'était à l'époque, mais à l'époque, une fois qu'on avait retiré ma trachéotomie qui m'empêchait de respirer, j'étais juste. Je me réveillais le matin et de sentir l'air passer, descendre dans mes cordes et descendre dans mes poumons. Enfin, c'était un plaisir. Je m'émerveillais tout seul comme un bébé. Et là, je vais l'extrapoler. Enfin, je le fais encore aujourd'hui avec ma copine. Genre, parfois, je me dis, essaye de vivre ton amour comme si tu l'avais jamais connu, comme si c'était le premier jour. Parce que je me souviens au début de la relation, comme ça l'est pour beaucoup de gens, on est tout feu, tout flamme, c'est ouf, on est comme sur un nuage et tout. Et au fur et à mesure, la platonicité, enfin la platonité ou ouais, je sais plus, euh, enfin l'amour platonique, enfin, je sais pas si c'est ça en plus que ça veut dire. Non, non, non. La routine, ouais, la routine, et on ne prend plus le temps d'apprécier vraiment la personne qu'on aime pour ce qu'elle est. Et je me dis, cette capacité à s'émerveiller, si on revient souvent en arrière et on se dit, euh, ok, imagine-toi comme si c'était la première fois que tu la découvrais, et ça permet de renouveler l'amour et de lui prêter. Imaginons que je vis mon amour comme une première fois, alors que ça fait 2 ans que je suis avec ma copine. Je vais lui dire, ah, tiens, qu'est-ce qui lui fait plaisir? Oh, elle adore les chocolats, tiens, je vais lui offrir des chocolats. Alors que si on s'enferme dans une routine, on prend plus le temps de faire plaisir, de, bon, après, je suis encore jeune, ça fait 2 ans que je suis avec ma copine, on verra quand j'aurai. euh, mais ouais, je suis bien beau pour. Ouais. Et même pour la situation professionnelle, je me dis, revivre apprécier c'est son travail comme une première fois, enfin tout faire comme une première fois, comme un renouveau, comme un nouveau départ, c'est une source infinie de bonheur pour moi. Je peux t'interrompre, Eric, Oui, c'est Yorick qui intervient sur en ligne. Je oui. te remercie pour ton partage déjà. Et je te demande quelle est ta meilleure histoire, ton meilleur souvenir d'interaction de personnel soignant. Quelque chose qui montre qu'ils ne sont pas juste leur travail, mais font ça aussi avec le cœur. Ça va être un peu intime, mais je vais quand même le raconter. Euh, je me souviens,
À l'hôpital, il y avait un infirmier hyper sympa que je suis sur Strava maintenant. Euh, non, mais en vrai, j'avais des couches euh, à l'hôpital parce que j'étais incapable de marcher, incapable de parler. Du coup, on me mettait un suppôt la nuit Et tous les matins, on venait me changer ma couche euh, remplie. Et je me souviens, j'ai pas d'image exacte parce que ma mémoire à ce moment-là est très limitée, mais je me souviens de Quentin arrivant tout sourire dans ma chambre il a dû me faire une vanne ou quoi, mais ce sourire m'a vraiment marqué pour, euh, pour, euh, pour, enfin, ouais, pour me faire passer un bon moment puis pour me faire décomplexer vis-à-vis du fait que des personnes humaines sont en train de te changer la couche. Et, euh, mais après l'hôpital, c'est aussi des moments plus durs, notamment, enfin plus durs, enfin ça, c'est dans une certaine limite. Je me souviens, l'infirmière de nuit, elle m'allumait la télé tous les soirs pour me divertir. Elle mettait tout le temps les clips des 17 sur des 17. Je sais pas si vous voyez la chaîne. Et moi, j'adorais parce que, alors, en sachant que à ce moment-là, j'avais aucun souvenir de ma vie d'avant. Tout était à réapprendre, tout était dans un nouveau départ. Du coup, je n'avais jamais vu de fille en maillot de bain. Ouais, il y avait un clip Coco de Weshden qui passait souvent à cette époque. Il y avait des filles en maillot de bain et moi, j'adorais. Genre, mais bref, mon propos n'est pas là. Ça, c'est un petit aparté. Mon propos, c'est aussi de dire que euh, l'infirmière mettait ses chaînes de télé et elle revenait le soir vers 20h pour me dire, Eric, tu veux arrêter ou tu veux continuer. Et à l'époque, mon seul moyen de communication, c'était un clignement Dieu, oui, deux clignements, non. Euh, Elle disait, Eric, tu veux continuer? Et moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais cligner qu'une seule fois des yeux. Du coup, elle prenait ça pour un oui. Elle me l'a laissé parfois jusqu'à 2 heures du matin. Bah, maintenant, j'en rigole, mais en vrai, c'était pas cool comme moment. Mais, non, mais pour répondre à la question, Yorick, ce qui m'a profondément marqué, c'est la gentillesse du personnel médical, tel que je faisais, enfin, inconsciemment, je la méritais parce que enfin, je me rendais pas compte, mais ma nature enfin, ma nature souriante et, et on me dit aujourd'hui que j'ai une joie communicative. Euh, et peut-être que même si à travers un sourire, je communiquais ma joie. Et, euh, et, et vous pouvez vous demander à l'hôpital comment j'ai fait pour être heureux. Bah, juste parce que je prenais du plaisir dans dans les moments simples du quotidien. Je me souviens à l'hôpital, ma chambre donnait sur le jardin et parfois je voyais un arbre illuminé par le soleil et j'étais allongé sur l'hôpital, incapable de bouger, je pouvais tourner la tête et je voyais l'arbre, j'étais heureux. Et quand mon père il venait à l'hôpital il me faisait écouter Canteloup, je comprenais rien. Mais je le voyais rigoler, ça me faisait rire. Euh, il me présentait le programme, il avait l'habitude de me présenter tous les jours le programme de l'après-midi sur un paperboard. Et du coup, il disait allez, Canteloup, ensuite balade au parc, ensuite Scrabble. Euh, et le présenter de manière tellement amusante que enfin, ça me rendait heureux. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai jamais connu la moindre dépression ou découragement. C'est juste que j'étais tellement bercé d'optimisme et de joie quotidienne que, que, que j'avançais sans me poser des questions et je faisais. Et aussi, ça, c'est un point, c'est mon caractère résilient. C'est que je me donnais à fond, mais à 200% dans tous les exos. J'étais déjà avant, mais je crois que mon excellence, ça l'a développé. Enfin,
Avant, je n'aurais jamais fait de semi-Ironman, maintenant j'en ai fait un. Mais je pense que enfin, mon caractère résilient, c'est développé. Je me souviens, à l'hôpital, on me mettait sur un vélo électrique pour me réapproprier le mouvement des jambes. Je faisais du 1 watt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 watt, c'est rien. Enfin, Même une fourmi, ça fait plus. Enfin, je sais pas si c'est un exemple, parce qu'une fourmi, ça peut pas faire du vélo, mais Eric super des gens. Euh, non, mais je faisais 1 watt et quand je passais à 2 watts, j'étais content et je faisais tout pour passer à 3 watts. Bon, c'était mon record, 3 watts à l'hôpital. Enfin, c'est cette mentalité que, 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 que j'ai développée, c'est que se donner à fond dans tous les exercices. Et là, encore une fois, je vais l'extrapoler. Se donner à fond au travail, se donner à fond dans sa relation amoureuse, se donner à fond dans ses relations amicales, enfin, donner du temps à l'autre. Euh, Quand on a une mission au taf, se donner à fond à 200% pour la faire au mieux possible. C'est une source de bonheur parce qu'après, on ressent de la satisfaction d'avoir d'avoir soit aidé l'autre en ce qui concerne les interactions sociales, soit soit être remercié ou gratifié par l'entreprise. Enfin, enfin, se donner à fond, ça a tellement de répercussions positives. C'est une mentalité que j'adopte parfois aujourd'hui parce que maintenant, je suis en stage de fin d'études chez Publicis Sport et je me donne à fond dans les missions qui me sont demandées. Je me positionne, j'essaie d'être en soutien sur le plus de missions possible parce que juste, je kiffe et je sais que là, j'ai reçu un mail aujourd'hui pour nous remercier de notre travail sur une activation qu'on a menée. Et juste, c'est tellement satisfaisant de savoir ce qu'on a, d'avoir les retours de pourquoi on a bossé. Et, et, et ça peut s'appliquer à tout point de vue. Moi, j'en suis convaincu. Et Ayobi qui te pose une autre question, c'est quelle est la place du sport dans ta vie aujourd'hui? Euh, elle est vitale. J'en fais la semaine dernière, j'en ai fait tous les jours. Euh, parce que, Parce que pour deux raisons. Déjà, parce que ça m'aide à me sentir bien. Ça me participe à mon bien-être. Ça, ça, ça... Parfois, quand je suis bloqué intellectuellement sur un sujet dans le cadre de mon travail, je vais courir et en y réfléchissant, d'autres horizons, enfin, d'autres manières de voir la chose s'ouvrent. Et, et c'est ça mon deuxième point, c'est que c'est aussi le sport, c'est aussi lié à mon développement de capacités cognitives. Euh, du coup, pour résumer, c'est deux points, ça participe à mon bien-être et ça participe au développement de mes capacités cognitives. Euh, pour mon bien-être, parfois je dors mal parce que je sens que je ne me suis pas assez dépensé. Parfois, ah oui, aussi, j'aime bien avoir le sentiment d'avoir faim. Parfois, quand je fais pas de sport, je l'ai pas et ça me saoule. Alors, parfois, je fais du sport juste ouais, pour manger plus et pour me dire, putain, je peux manger plus. Et ça, c'est pas intelligent. Euh, non, aussi le sport, en termes de capacité cognitive, quand j'ai pu reprendre la marche et la course, à savoir que la course, j'ai mis en tout 3 ans pour me la réapprendre bien. Euh, et après, je reviendrai sur comment je l'ai apprise parce que c'est là un de mes messages que j'aimerais faire passer ce soir. Euh, Quand j'ai repris la course, mes, mes capacités cognitives et intellectuelles se sont développées. Enfin, la plasticité cérébrale, comme on disait tout à l'heure, des nouveaux neurones se sont créés. Et je pense que ça a été prouvé scientifiquement que le sport et la plasticité, bon, j'appelais PC, c'est impossible à dire, c'est lié parce que
enfin, à l'époque, j'étais irritable. Je m'énervais très vite. Je coupais la parole. Euh, je, 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 je profitais non, je profitais, si, je profitais, enfin, j'avais pas mal de séquelles et le sport a favorisé l'émergence enfin, l'effacement de ces séquelles de manière enfin, inimaginable. Parce que suite à l'écriture de ce livre, euh, je suis contacté parfois par des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens il y a 20 ans, 25 ans, et je les appelle et j'échange parfois une heure et demie avec eux pour leur apporter des messages qui me sont chers. Ils me disent, moi, ça fait 25 ans que j'ai eu mon traumatisme. Je suis séparé de ma copine parce que j'étais de nature trop irritable, je m'énervais hyper vite, enfin, j'étais agressif et tout. Enfin, la plupart, c'est très, très commun au traumatisme crânien. Et, euh, et, euh, et moi, je leur dis, moi, ça fait 4 ans, mais j'ai plus tout ça. Enfin, parce que je pense que le sport, c'est une raison. C'est que le sport, ça a développé de manière impressionnante ma plasticité cérébrale euh, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus tout ça. Et après, j'avais certainement un passé qui facilitait les choses. C'est que j'étais de nature très sportive avant. Et du coup, pour moi, le sport, ça faisait partie des priorités que je voulais retrouver. Mais, euh, mais peut-être que c'est ça enfin, c'est là où mon point est, c'est que les capacités physiques et cognitives sont liées. Maintenant, je vais partager sur comment j'ai réappris la course et je vais l'extrapoler à comment vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien. C'est parfois, ça fait du bien de dépasser ses peurs et de débrancher son cerveau. Quand j'entends débrancher son cerveau, c'est arrêter de réfléchir à toutes les contraintes, tous les obstacles, tous les faits que vous allez croire que vous n'allez pas y arriver. C'est juste lancez-vous sans craindre l'échec. Pour ça, je me souviens, je m'entraînais dans la salle de sport à côté de chez moi avec mon coach sportif et il m'a dit, Eric, tu veux courir? En sachant que j'avais jamais couru, ça faisait 6 mois que j'avais appris à marcher. C'était inimaginable pour moi. Il y avait plein de pensées, je pouvais avoir plein de pensées limitantes en termes je vais pas en être capable, c'est trop tôt, je ne retrouvais pas cette capacité. Euh, Moi, faire ça, jamais. Enfin, et je lui ai juste répondu, ouais. Il m'a pris la main, il a commencé à courir, mais pas à 15 km/h, mais je sais pas, ouais, très très lentement. Et j'ai fait, enfin, ça ressemblait vaguement à des foulées, mais je sentais que je reprenais la course. Et c'est là ça a été un moment important dans ma récupération, ça a été le développement de l'apprentissage de la course. Et parce que juste, j'avais effacé mes craintes, j'avais osé sans craindre l'échec. Et ça peut marcher pour beaucoup de choses dans la vie, que ce soit professionnelle ou simplement personnelle. C'est parfois enfin, je suis encore parfois et parfois je me souviens de cet exemple pour me prouver que j'ai tort. C'est que c'est que parfois je réfléchis, enfin, parfois je suis angoissé à l'avenir, par l'avenir. Euh, parce que je considère que mon accident a eu un impact énorme sur ma vie professionnelle et du coup, je me dévalorise pas mal sur, je vais jamais être capable de trouver un boulot avec un salaire suffisant pour avoir un appart, alors que c'est faux en soi. Mais je me dévalorise beaucoup avec mon accident. Et du coup, je me fixe j'ai plein de craintes, plein d'obstacles. Et quand je sens que je les efface, que juste je vis ma vie sans réfléchir à l'avenir, en accueillant l'imprévu, bah, ça me fait du bien. Et, euh, et, euh, c'est
on peut avoir beaucoup de craintes, que ce soit avec l'avenir, avec euh, peu importe le sujet, mais le truc est que ça fait vraiment du bien d'effacer ses craintes et d'oser quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial, par exemple. On peut, on peut, on peut avoir des craintes et qu'elles soient fondées ou pas, mais le plus important, c'est d'oser et, et ça, ça, de manière indirecte, on se valorise. Euh, voilà. Ouais. Quand les peurs nous limitent, c'est quand on ne pense pas. Donc on vit dans une sorte de confort contrôlé, conformiste, comme frustré. Hmm. Et si on vit toute sa vie frustré, on va heureux. Non. Alors que se lancer, c'est exprimer sa propre volonté, son Hmm. propre choix, son propre désir. Hmm. Et donc, que ce soit l'échec ou pas, peu importe, le simple fait de vivre son désir Hmm. donne déjà un plaisir immense. Ouais. Et si on échoue, et qu'on apprend de cet apprentissage Hmm. pour refaire la même chose, Ouais. différemment. Ouais. Donc, les peurs, c'est Ça. limitant, c'est Ouais. enfermant. Ouais. Et ça, c'est un point très important. Vous n'avez rien à perdre à oser. Au pire, le seul truc que vous craignez, c'est l'échec. Et l'échec, et, et, et l'échec, ça ne doit pas être vu comme un, quelque chose dont on va rien en tirer. On peut toujours tirer quelque chose de l'échec. C'est la mentalité que j'adapte aujourd'hui. Je me souviens, j'ai le permis et j'ai eu un accident de voiture. Mais pas grave, j'ai essayé de me garer et puis j'ai galéré comme toujours. Et puis j'ai fait une marche avant et j'ai percuté une voiture. Euh, et au lieu de ça, parce que j'avais pas contrôlé mon angle mort, j'avais pas contrôlé. Et cet exemple, c'est pour vous dire que en soi, c'est un échec. Enfin, d'autres personnes auraient pu se dire, enfin, je vois gros, mais auraient pu s'effondrer, se dire, putain, je suis nul et tout. Et moi, au contraire, je me suis dit, il faut que ça te serve à l'avenir. Enfin, fais en sorte que ça soit un apprentissage. Et maintenant, dès que je me gare, je contrôle mon angle de mort. Enfin, en vrai, ça paraît logique pour certains. Et puis, je vais pas apprendre à passer le permis à certains d'entre vous, mais c'est juste dans la logique que chaque échec peut être vu comme un apprentissage. Euh, Ma copine, par exemple, on a parfois des disputes et tout le temps, je me rends compte que je suis en tort et que, euh, et que, euh, et que j'aurais jamais dû la mettre dans cet état-là et je m'en veux. Et ça, c'est ma première réaction. Et ma deuxième réaction, c'est, OK, ça va être un apprentissage, cette dispute va être un apprentissage. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, on vit mieux grâce à ces disputes, mais en soi, qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Enfin, si, on remarque, c'est normal d'avoir des disputes. Non, j'ai des conneries. Mais enfin, il faut juste voir oser. Au pire, vous échouez, mais si vous échouez, enfin, tirez-en un apprentissage. Et moi, aujourd'hui, à l'échelle plus large, je considère mon accident pas comme un échec, mais comme une opportunité immense d'apprendre sur la vie, d'apprendre sur le bonheur, d'apprendre sur, euh, le rapport à autrui, le rapport au monde professionnel. Enfin, avant, j'aurais pu faire, si j'avais pas connu cet accident en termes de mon rapport au monde professionnel, j'aurais pu faire je caricature encore, mais j'aurais pu faire de la finance et terminer à 4 heures du mat et ne pas être heureux, mais parce que je voulais à tout prix rentrer dans une case. Mais aujourd'hui, juste, j'entends, je follow, ce qui me rend heureux. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé chez Publicis Sport. Et c'est pour ça que j'adore ce que je fais, parce que juste, ça me rend vraiment heureux. Et, euh, et, et
je m'en fous de rentrer dans une cage, je m'en fous de faire quelque chose de différent de ce qui est attendu enfin, je reciterai encore, mais de ce que font beaucoup d'étudiants en sortant de HEC. Juste, cet accident, ça a été le moyen de tracer ma propre voie. C'était un nouveau départ et ça a été une opportunité immense de, ouais, de renaissance et de me retrouver, de me trouver une nouvelle personnalité, enfin, ouais, d'une renaissance, de trouver mon nouveau chemin qui me correspond le mieux. Et, euh, et de quoi? Un alignement de toi-même avec toi-même. Oui, Il y a une meilleure version de moi-même, le rapport avec les autres, etc., le rapport à la vie, ouais. savoir apprécier de la vie des autres, des choses simples. Ouais, je pense que cet accent, ça a fait naître ce goût de la vie et ce plaisir. Et c'est pour ça que je témoigne pas souvent auprès des jeunes parce que ils sont inconscients. C'est normal, enfin, quand on est jeune, on est inconscient. Et la vie est tellement belle qu'elle ne va pas être gâchée par un accident ou par quelque chose de- qui peut être fatal. Et je me dis, si mon témoignage peut sauver une vie, c'est énorme. Et, euh, et, euh, et, vous avez d'autres questions ou... Oui. Pour élaborer sur ce que tu viens de dire, par rapport à ce qui t'a donné justement cette sagesse, cette joie, comment tu hiérarchiserais, si c'est possible, entre le fait de savoir d'avoir vécu que tu as totalement frôlé la mort. Deuxièmement, le fait, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir couru après d'un coup, c'est-à-dire passer d'un nouveau-né à quelqu'un qui découvre la vie brutalement et pas petit à petit. Et puis troisièmement, cette longue période de rééducation où tu as dû réapprendre. Comment tu vois que ces ingrédients ont joué dans ce parcours spirituel? Euh, bah, en vrai, je suis pas capable de répondre à cette question. Enfin, en vrai, j'ai envie de te dire aucun. Parce que, en vrai, c'est vrai, ta question, c'est un peu un, enfin, au jour d'aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui je me pose cette question, c'est un peu un retour dans le passé. C'est un peu un- c'est un peu mettre des mots et des facteurs sur ce que je suis aujourd'hui pour savoir si c'est le fait d'avoir frôlé la mort, mon long parcours de rééducation. Enfin, en vrai, c'est aucun et tout à la fois. Enfin, je pense s'il n'y a pas de hiérarchie à donner et c'est tellement, enfin, tu as cité trois facteurs parmi une centaine. Et du coup, il y a le pouvoir de l'amour, et il y a enfin, le pouvoir de l'amour, ça vaut autant que l'accompagnement, même plus. J'aurais pu être accompagné par la terre entière. Si j'avais pas eu l'amour de mes parents, l'amour de mes proches, j'aurais pas récupéré. Enfin, euh, c'est aucun et tout plus d'autres à la fois. Et je veux dire que c'est tellement des ingrédients qui font partie d'un mélange extraordinaire que je ne suis pas capable de hiérarchiser euh, ces ingrédients. Ça répond à ta question Parce que en soi ça c'est un point aussi que j'aimerais accorder, c'est le pouvoir de l'amour, il est absolument énorme. Enfin, moi, je pense à mes parents et mes frères. Ils m'aimaient tellement qu'ils étaient imperméables au regard des autres, imperméables au jugement qu'ils pouvaient avoir. Enfin, ils étaient juste orientés sur mon sourire, mon visage et voir si j'étais heureux ou pas. Et notamment par rapport au regard des autres, dont aujourd'hui, parfois, on peut en souffrir et ça peut nous pousser à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Euh, je pense notamment au fait que euh, avant, j'étais un bon joueur de tennis et je jouais dans un club. J'ai eu mon accident, je suis revenu un an après en fauteuil roulant.
bavant parce que j'étais incapable de déglutir. Et ma famille avait toujours des mouchoirs pour m'essuyer la salive qui coulait. J'avais un strabisme divergent. Enfin, je crois qu'on peut le voir sur, ouais, on peut le voir sur la photo droite, même sur la photo de gauche. Enfin, je faisais peur. Et juste, mais moi, enfin, j'étais tellement dans ma bulle que je voyais pas que les gens me regardaient bizarrement quand mes frères me promenaient au club de tennis. Mais juste, ils en avaient rien à foutre du regard des autres. Et juste, c'est ce qui les rendait heureux, c'était mon bonheur. Et ça, c'est un pouvoir de l'amour, c'est être centré sur le bonheur de celui qu'on aime en étant indifférent de ce que les autres peuvent penser. Et, euh, et ça, le regard des autres, c'est un... Enfin, je ne vais pas vous laisser sur cette photo parce qu'elle est un peu... Euh, ouais, voilà. Ça, c'est mieux. Je vais avoir un Roland Caspi, mais il est 19h45. Ah, Je vais peut-être avancer un peu. bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de fin, il n'y a pas Je ne t'interromprai pas pour ça. Ok. Je vais mettre à la fin. Euh, je... Oui, oui. Je reviens sur le regard des autres parce que c'est un truc qui m'a particulièrement touché. C'est euh, dans le métro, enfin maintenant j'ai cette cicatrice qui est assez visible. Dans le métro, parfois je vois le regard des gens qui se posent sur ma cicatrice, mais ils ne me regardent pas dans les yeux, ils regardent ça. Et je me dis, bah, à une époque, ça me gênait, tu vois, parce que je souffrais pas mal du regard des autres. Et même, enfin, c'est moins visible, mais cette bosse que j'ai enfin, au niveau du crâne qui est due à ma prothèse crânienne, enfin, j'en souffrais. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que je m'en fiche royalement du regard des autres. Bon, ça, c'est sur l'aspect physique, mais sur l'aspect euh, social ou intellectuel, euh, je sais que parfois, je peux être de nature à pas blesser, mais vexer. Et parfois, ça peut déplaire à certains et parfois ça peut faire rire. Mais, et je suis de nature comme ça. Et la seule truc qui va me pousser à changer, c'est si je blesse ou je vexe ceux que j'aime vraiment. Et, euh, et, euh, et je vais pas changer pour un mec lambda qui me dit euh, euh, enfin, je me suis construit un peu une personnalité imperméable au regard des autres. Alors qu'à un moment, j'en souffrais, maintenant, en vrai, non. Non, je suis pas. Je suis pas On peut aussi se développer grâce au regard des autres. Ça, c'est un point. Enfin, le regard des autres, il ne faut pas en souffrir, mais il faut qu'il participe aussi à notre développement, de la façon dont on est vu par autrui. J'ai fait le chemin de Compostelle pendant entier, mais 10 jours, et tout seul. Et j'ai marché avec des gens que je ne connaissais pas, et qui, à la fin, m'ont dit l'impression qu'ils avaient eu de moi. Et ce regard de l'autre, ça m'a permis de savoir l'image que j'envoyais, ça a permis de me développer inconsciemment. Ces retours, c'était t'es une personne qui a une joie de vivre communicante, enfin, des éloges, et ça permet de savoir enfin, qui on est et de se développer. Du coup, le regard des autres a un rôle à la fois ambivalent, c'est qu'il ne faut pas en souffrir, mais qu'il faut se développer grâce. Je ne sais pas si c'est clair. Le regard de l'autre bienveillant et nourricier, Oui, et le regard de l'autre critiquant. oui. Mais quoique, faut prendre en compte, si ça vient des personnes qu'on aime, faut prendre en compte le retour de leurs critiques et ça doit participer à notre développement. Moi, je pense à ma copine qui est au début de notre relation parce que j'étais quand même dans un état, enfin, je sais même pas comment elle a fait pour m'aimer d'ailleurs. J'étais quand même dans un état, enfin, intellectuel et cognitif difficile. Et elle m'a fait beaucoup de retours. C'était pas des critiques, non, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'était pas des critiques, oui. C'était des retours bienveillants, ouais. Constructifs, ouais.
Et je vais conclure par ce qui peut être une bonne conclusion, je pense, c'est soyez vous-même, acceptez-vous. Oui, juste acceptez-vous. Enfin, ne changez pas enfin, S'aimer soi-même tel que l'on est. c'est ça, c'est ça. Je l'aurais pas formulé autrement. Enfin, enfin, acceptez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être parfait. C'est normal d'avoir des défauts, c'est normal. Et même les défauts, ça peut être des qualités pour d'autres. Et même des défauts, ça peut participer à notre humanité telle qu'on est. Enfin, c'est normal d'avoir des défauts, c'est normal d'avoir des qualités. Et juste, faut pas chercher à être parfait, faut pas chercher à plaire à tout le monde. C'est normal de pas plaire à, à des personnes, c'est normal de plaire à d'autres. Enfin, juste tant qu'on s'accepte soi-même et qu'on s'aime et qu'on a un regard bienveillant envers nous et et que nos proches ont un regard aussi bienveillant envers nous, euh, ouais, c'est une clé du bonheur. Oui, non, même pas. Ah non. Mon cerveau m'a protégé totalement. En vrai, tu me parles de la période à l'hôpital. Bien que j'étais paralysé, bien que je bavais, qu'on mettait des couches, bien que j'étais incapable de faire tant de choses, c'était cool. En vrai, enfin, j'avais mes parents qui étaient avec moi. Enfin, non, j'ai passé 3 mois isolé, mais ça, j'en ai pas de souvenir. Euh, Enfin, non, oui, le cerveau a un rôle protecteur. Et ouais, ouais. Ah si, il y a beaucoup de zones du cerveau qui ont été asphyxiées par l'hémorragie. Et enfin, je parlais de l'odorat. Enfin, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est il y a certaines zones qui ont été trop succès et enfin, que la plasticité cérébrale, oui, j'ai bien réussi à le dire, et n'est pas capable de reproduire. Mais il y en a d'autres. Enfin, l'odorat, c'est une chose, mais par exemple, la concentration et l'attention, ça, je vois que ça se développe de manière fulgurante. Et du coup, le cerveau était endommagé à certaines zones et, euh, et, euh, enfin, d'autres aussi endommagés, mais la PC est capable d'en créer des nouvelles. Oui. Et d'autres, je dirais, côté intellectuel, j'en ai perdu plus que j'en ai retrouvé, mais côté humain, j'en ai développé beaucoup plus que j'en avais avant, notamment le regard que j'ai pour mon prochain, ma sensibilité. Enfin, aujourd'hui, parfois, je ressens des moments de joie, mais, mais pour des moments très simples. Genre enfin, un dîner avec un ami. Enfin, par exemple, je me souviens, la dernière fois, j'ai dîné avec mes copains qui étaient avec moi pour les révisions. Euh, c'était un moment très simple. Enfin, un dîner avec des copains, c'est banal. Enfin, c'est simple. Mais j'ai ressenti une joie profonde lors de ce dîner, mais qui est difficilement qualifiable avec des mots. Et juste, j'ai une approche vers Je suis beaucoup plus sensible à la joie. Enfin, oui.
Et là où ma conclusion, ça sera, euh, mon discours, j'espère qu'il vous aidera à avoir une approche différente avec la vie, avec les autres, avec nos proches. Euh, mais sachez que moi, ça c'est un message qui est vraiment important, c'est que derrière chaque malheur, enfin, ouais, c'est ça ma conclusion. J'ai lu je ne sais pas si vous l'avez lu, mais le livre Respire de Maud Ankawa. C'est un livre sur le développement personnel. Elle dit les choses suivantes. Euh, Quand une épreuve de vie arrive, il y a trois manières de réagir. La première est la personne qui va s'effondrer et qui va dire, OK, je pleure, je m'effondre, je serai plus capable de refaire ces choses-là. La deuxième personne, c'est, OK, c'est déjà mieux, mais c'est, OK, il s'est arrivé ça, je vais voir comment je peux récupérer. Et la troisième personne, et c'est la personne que je suis et que je vous invite à être, c'est la personne qui se dit, OK, il s'est passé ça, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais cette épreuve de vie va se transformer en cadeau du ciel parce que ça va me faire réfléchir sur certaines choses, ça va m'offrir une nouvelle approche à la vie, ça va avoir des répercussions hyper positives sur ma vie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais c'est un cadeau du ciel. Et aujourd'hui, je considère que mon accident, bah, c'est un cadeau du ciel parce que enfin, aujourd'hui, je suis heureux. Et, et peut-être que si j'avais été la première personne, je me serais effondré, je me serais pas permis d'être heureux. Soit si j'avais été la deuxième, j'aurais vécu constamment dans le doute de oh, enfin, maintenant, aujourd'hui, juste, j'accueille, enfin, j'ai une confiance en la vie énorme qui fait que peu importe ce qui m'arrive, même si c'est une épreuve de vie, même si c'est une dispute, même si c'est l'abandon d'un copain, je sais que, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, j'essaie de tout voir comme un apprentissage, je sais que si on essaie d'adopter la mentalité de tout voir comme un apprentissage, bah, cette épreuve de vie va se transformer en un cadeau du ciel parce que ça, ça va développer chez nous beaucoup de choses. Voilà. Après, s'il y en a, j'ai amené des livres. S'il y en a après qui veulent repartir avec un livre, je serais ravi d'en dédicacer. Mm. Voilà. Ça vous, ça vous a plu? Ah ouais? Je m'entends, mais je pensais pas que j'allais durer aussi longtemps. Moi, je crois qu'on m'a dit. Merci de venir. Ok, tu vois. Ok.